Alors, la cohorte réelle et la cohorte virtuelle. Donc, la cohorte réelle, c'est quoi? On va séparer les personnes confirmées Covid-19, donc avec un test PCR positif, des personnes suspectes, des personnes négatives non symptomatiques. D'accord? Donc, l'avantage, on va limiter, retarder la propagation du Covid-19 donc, au sein de la structure entre les résidents et entre les membres du personnel. Alors, ça va vous permettre de faire, de rationaliser l'utilisation de vos équipements de protection individuelle et aussi, ça rassure les membres de votre personnel et ça leur permet de travailler en sécurité. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire parce qu'on fait beaucoup moins de va-et-vient entre les chambres d'isolement. Vous n'allez pas vous déshabiller parce que là, par contre, vous allez garder les mêmes EPI dans votre zone de cohorte. Tous vos résidents ont le même virus, donc ils vont pouvoir être ensemble, ils vont pouvoir se croiser, vous allez pouvoir circuler dans la cohorte sans devoir changer d'équipement. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Un gros avantage est un gain de temps pour vos professionnels de santé, mais également un gros avantage pour vous et pour vos stocks d'équipements. Alors, voici pour la cohorte réelle, donc la zone contaminée et la zone non contaminée. Donc, quand vous allez cohorter, quand vous allez avoir votre zone Covid, on va partir, comme je vous disais juste avant, partir du principe que tout est contaminé. Les couloirs, les chambres, les portes, les mains courantes, tout sera contaminé. Donc là, on va prévoir un sas d'habillage pour quand on va rentrer dans cette cohorte. Donc, on va s'habiller avec tous les équipements requis et on va prévoir un sas de déshabillage lorsqu'on va sortir de cette zone de cohorte pour pouvoir enlever tout ce qui a enlevé, tout le matériel qui aura été contaminé. Donc là aussi, donc, à prévoir dans votre plan d'action, dans la zone que vous allez dédier, un sas d'habillage et un sas de déshabillage. Donc, on prévoit une chambre vide, une salle de bain, des toilettes. Parfois, on a des toilettes qui sont vraiment spacieuses, une infirmerie, peu importe. Vous pouvez vraiment essayer de prendre, peu importe le local, mais le plus important, c'est qu'il soit forcément à l'entrée de la cohorte. Vous n'allez pas vous balader sans équipement dans toute la cohorte et que la pièce ou le local qui fera office de sas d'habillage soit au milieu de la cohorte. Là, il n'y a plus du tout de sens. D'accord ? Alors, pour les suspects, et c'est là qu'est parfois le problème, c'est que là, on va pas travailler en zone de cohorte, donc là, ça va être des chambres. Donc, chaque cas suspect sera isolé dans sa chambre, donc un isolement gouttelette plus isolement de contact. Donc, ça veut dire que tous les couloirs resteront propres. Ce sera vraiment la chambre de votre résident ou de votre bénéficiaire qui sera considérée comme contaminée. Donc là, on va s'habiller, donc on va prévoir un chariot donc devant la chambre du résident ou du bénéficiaire. On va rentrer. Par contre, le sas de déshabillage sera à l'intérieur de la chambre. Il n'est pas question de vous voir sortir avec des équipements contaminés dans le couloir qui est dit sain. Alors, pour la zone négative, donc là, toute la zone est considérée comme saine, comme non contaminée. Donc là, il n'y a aucun souci. Alors, les EPI pour vos résidents. On va vraiment essayer au maximum pour vos résidents, pour vos bénéficiaires qui seront confirmés ou suspects, de leur faire porter un masque. Après, il y a toute l'hygiène, comme je vous expliquais. Donc, bien leur expliquer c'est quoi l'hygiène de la toux, l'hygiène des mains, bien leur expliquer tout ça et essayer de leur faire porter un masque lorsque vous allez rentrer dans la chambre de ces résidents-là, de ces bénéficiaires-là. Maintenant, si vous avez face à vous un résident ou un bénéficiaire qui est dément, qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, qui joue avec le masque, qui le retire plusieurs fois, qui manipule le masque trop souvent, il n'y a aucun avantage, il n'y a aucun bénéfice, c'est beaucoup plus délétère. Donc, à partir de ce moment-là, ne lui faites pas porter de masque, c'est beaucoup plus dangereux. D'accord ? Pour le résident ou le bénéficiaire qui sera négatif, vous n'êtes pas forcé de lui faire porter un masque. Pour les équipements, pour le personnel de soins, donc là, à l'entrée de la cohorte, il va devoir y avoir donc dans votre sas d'habillage des masques FFP2, des lunettes ou des visières, mais on préfère quand même les visières parce que ça permet aussi de protéger votre masque. Donc, s'il n'y a pas d'FFP2, donc le masque chirurgical pour la visière, c'est comme je vous disais juste avant, des blouses à usage unique ou des blouses réutilisables ou des combinaisons. Il y en a qui ont fait le choix de combinaisons. Donc là, comme je vous disais, vous allez pouvoir garder votre blouse, votre combinaison dans toute la zone. Il ne faudra pas changer. Donc voilà, donc des gants non stériles. Encore une fois, une paire de gants pour un soin, pour un résident, un bénéficiaire, une bonne hygiène des mains. Pour le résident suspect, donc ce sera tout à fait les mêmes équipements.
que pour le cas confirmé, sauf que là, on va devoir changer systématiquement entre tous les résidents, d'accord, comme je vous disais juste avant. Et alors, pour les résidents bénéficiaires qui sont négatifs, là, on va utiliser un masque chirurgical, donc comme dans toutes les zones de votre structure, de votre institution. Alors, voici des exemples de cohortes réelles. Donc là, c'est vraiment la configuration idéale. Donc, vous voyez ici au premier étage, vous avez une zone verte. Donc, toute la zone est dite saine. Les chambres sont saines. Il n'y a pas de résidents suspects ni confirmés. Et au deuxième étage, donc, vous voyez la première partie, donc avec les couloirs qui sont dits sains et les chambres des suspects en jaune ou en orange qui sont donc suspects Covid. Et à côté, donc, vous avez votre zone de cohorte pour vos cas confirmés. Donc ça, malheureusement, on l'a trop souvent vu aussi. Donc, la zone de cohorte, ce n'est que pour les cas confirmés. Je ne le répéterai pas assez, c'est vraiment important. On ne va pas mettre un cas suspect dans une zone de cohorte de cas confirmés. Pourquoi? Parce que votre cas suspect, vous allez le suspecter soit parce qu'il aura développé des symptômes, ou soit parce qu'il aura été en contact étroit avec un cas confirmé. Donc, c'est pas pour ça qu'il a des symptômes que c'est forcément le Covid. On va le suspecter, donc on va le mettre en isolement. Donc, il faut prendre toutes les précautions, c'est très important. Mais c'est peut-être autre chose aussi. Et celui qui aura eu un contact étroit, peut-être qu'il va jamais développer la maladie parce que le contact n'était peut-être pas si étroit que ça, ou j'en sais rien. Donc, vous ne devez pas les mettre dans la zone de cohorte avec tous les cas confirmés parce que alors là, vous ne leur laissez pas beaucoup de chances d'être négatifs. Vous devez en même temps les isoler parce que vous devez préserver vos autres résidents qui sont sains, mais en même temps, vous devez les préserver des cas confirmés parce qu'au final, peut-être que ça va être que votre test reviendra négatif aussi. D'accord ? Alors, voici encore un autre exemple de cohorte réelle. Donc, là, pareil, donc, tout dépend, bien évidemment, du nombre de cas positifs, du nombre de cas suspects que vous aurez dans vos institutions. Donc là, la première image, donc au premier étage, on a fait 3 zones et le deuxième étage, voilà, c'est à peu près la même chose, c'est 3 zones, sauf que là, il y a un peu moins de résidents confirmés et un peu moins de résidents ou de bénéficiaires qui sont suspects. Alors, l'organisation de la cohorte, à quoi vous devez penser quand vous devez mettre en place une cohorte? Aux locaux. Donc, comme je vous disais, un sas d'habillage et un sas de déshabillage. Quand on sait au maximum, c'est peut-être de mettre le personnel qui sera dédié à cette zone parce que vous allez devoir dédier du personnel pour cette zone et il devra rester en place et travailler dans cette zone tout le long de sa pause. Mais c'est aussi de prévoir des vestiaires directement à ce moment-là. Comme ça, on va aussi séparer le personnel qui va s'habiller dans les vestiaires, je veux dire, habituels, le personnel de la zone positive, ça permettrait aussi à ce que ce personnel-là, quand il a terminé sa pause, qu'il ne soit pas en contact avec le personnel qui se déshabille dans le vestiaire, parce que dans les vestiaires, quand on se déshabille, on ne porte pas le masque, parce que c'est compliqué de garder un masque quand on se déshabille, bien évidemment. Donc, quand on sait le faire, on vous conseille de mettre les vestiaires et que les personnes viennent directement en civil s'habiller dans cette zone de cohorte. C'est pas toujours possible, hein, donc c'est l'idéal. Après, ça va voir un petit peu en fonction de votre infrastructure, en fonction de votre institution. Donc, il faut prévoir bien évidemment un bureau de travail pour les soignants, un local de détente pour les travailleurs aussi, parce que comme ils vont devoir rester dans cette zone, ils doivent pouvoir prendre leur pause aussi et pouvoir avoir un local où ils vont pouvoir se poser. Des sanitaires pour les résidents et pour le personnel, parce qu'il y a encore des institutions qui n'ont pas de sanitaires dans toutes les chambres. Donc, parfois, ce sont des douches, des salles de bain communes. Donc là, il faut prévoir que dans cette zone qui sera délimitée, on puisse avoir accès à des sanitaires. Donc, un local pour le matériel et pour le chariot d'entretien. Et un local pour les activités des résidents. Donc, tous vos résidents qui seront confirmés dans cette cohorte pourront être en contact les uns avec les autres. Donc, on préconise quand même que ce soit par groupe de 5. Donc, vous pouvez mettre en place des activités et ça, c'est le gros avantage de la cohorte réelle, c'est que vos résidents ne devront pas rester enfermés dans les chambres. Donc, on va pouvoir prévoir des repas collectifs et prévoir aussi des activités. Alors, pour le matériel, donc les EPI à l'entrée de la cohorte, comme je vous disais, c'est vraiment le sas d'habillage au plus près avec tout le matériel disponible pour directement rentrer dans la zone avec tout le matériel requis. Donc, matériel médical, je le répète encore, je vous l'avais dit en début de présentation, mais avoir des tensiomètres, des saturomètres qui vont être dédiés à cette zone, le chariot pour l'entretien et un chariot repas pour la
un chariot repas pour la vaisselle. Donc, c'est ce que je disais, avoir un chariot qui va rester dans votre zone Covid et vous allez, au moment où la cuisine va venir vous apporter vos plateaux repas, ben, c'est juste d'ouvrir la porte et de transférer les repas du chariot de la cuisine vers votre chariot qui reste dans votre zone Covid. Si vous avez de la vaisselle jetable, ben, là, c'est ce qu'on vous disait, enfin, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien d'utiliser la vaisselle jetable. Si ce n'est pas possible, bah, vous renvoyez à la cuisine cette vaisselle par la suite. Donc, le matériel, encore une fois, les supports pour les poubelles et pour le linge. Et pour les trajets, donc, bien, quand vous imaginez la cohorte, il faut bien imaginer les trajets. Donc, pour le sas d'habillage et de déshabillage, l'idéal, c'est d'avoir une entrée et une sortie distinctes. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, mais c'est l'idéal. Prévoir aussi le trajet pour qu'on puisse vous ramener les repas. À la limite, ramener les repas, c'est pas très grave, mais c'est plutôt quand vous allez débarrasser vos plateaux repas avec votre vaisselle qui sera potentiellement contaminée, qui sera contaminée vers la cuisine. Ben là, l'idée, c'est quand même de voir les trajets et prévoir d'apporter toute cette vaisselle contaminée avec le trajet le plus court. Et aussi, ben, pour l'évacuation de vos poubelles et de vos sacs à linge contaminés, là aussi, prévoir des trajets les plus courts. Donc, soit il y a des sorties de secours, des escaliers de secours, et vous pouvez tout à fait envisager de sortir tout ça vers l'extérieur. Soit c'est pas possible, alors là, à ce moment-là, on va prévoir vraiment les circuits les plus courts et évacuer au moment où il y a le moins de monde dans les couloirs. Donc, au moment où, allez, très tôt le matin, donc avant que l'équipe du matin arrive, ou très tard le soir, pour éviter de croiser des personnes dans les couloirs. Alors, la cohorte virtuelle, c'est tout simplement les isolements en chambre. Donc l'isolement du résident ou du bénéficiaire. Donc, il n'y a pas de séparation physique entre les zones. Là, vous ne devez pas aménager, séparer les zones. Donc, c'est vraiment un isolement dans la chambre. Donc, idéalement, là aussi, on va essayer de dédier autant que possible les membres du personnel. Donc, on va choisir les membres du personnel qui vont s'occuper des résidents sains et on va choisir les membres du personnel qui vont s'occuper des résidents suspects et confirmés. Et si ce n'est pas possible, au minimum, vous devez absolument respecter une séquence de soins spécifique. Passer de la zone verte vers la zone orange, vers la zone rouge, donc vers les sains, puis les suspects et puis les confirmés. Toujours respecter cet ordre logique-là. Vous allez me dire, et ça je suis tout à fait consciente que sur le terrain, ce n'est pas toujours faisable. Je prends notamment l'exemple de l'infirmière de nuit. Elle est toute seule. Si jamais il y a un résident qui va l'appeler en plein milieu de la nuit, enfin avant qu'elle aille dans sa chambre, donc un résident confirmé, bah, il faut bien qu'elle réponde à ce résident et elle va devoir rentrer et elle va pas savoir respecter la séquence de soins. Donc du coup là, bien évidemment, bah, on répond au résident et on rentre dans la chambre, mais avec toutes les mesures de sécurité, on va enfiler tous les EPI, mais surtout on va veiller à une bonne hygiène des mains, à enlever tous les EPI contaminés. Et alors là, c'est important de vraiment protéger votre FFP2 ou votre masque chirurgical avec une visière pour pouvoir vous occuper par la suite des autres résidents qui sont sains ou confirmés. Alors, l'isolement en chambre, à quoi vous devez penser? À l'extérieur de la chambre, sur un chariot, vous devez avoir des paires de gants, des blouses, des blouses à usage unique, des masques, soit chirurgical ou FFP2, des visières ou lunettes de protection, de la solution hydroalcoolique, du spray nettoyant désinfectant, des lingettes pour l'entretien et des poubelles avec des sacs de rechange, que ce soit des sacs pour le linge ou pour les poubelles. À l'intérieur de la chambre, à quoi vous devez penser? À des gants. Pourquoi est-ce que je remets tout le matériel à l'intérieur de la chambre? Parce qu'il y a des institutions qui ont effectivement pensé à tout le matériel à l'extérieur de la chambre pour quand on va rentrer. Mais donc, je prends l'exemple de la personne qui va faire plusieurs soins chez un résident, comme je vous l'expliquais avec le port des gants. Si à un moment donné, elle doit changer de paire de gants, elle doit pouvoir avoir dans la chambre à l'intérieur des paires de gants de rechange. Parce que ça aussi, on a trop vu malheureusement. Les soignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la porte et ils vont rechercher du matériel sur la chariot qui est à l'extérieur. Mais du coup, vous avez contaminé toute cette zone-là et ça n'a plus du tout de sens de travailler de cette manière-là. Donc, vous devez prévoir donc, des paires de gants de rechange, du matériel pour l'hygiène des mains, de la solution hydroalcoolique et du savon et de l'eau.
des poubelles fermées avec des supports et supports pour vos sacs à linge, du matériel dédié pour la prise de paramètres. Donc, ce que vous allez rentrer dans la chambre, vous allez au maximum le laisser dans la chambre. Donc, encore une fois, si c'est pas possible, je prends l'exemple du saturomètre, on peut pas avoir un saturomètre pour tout le monde. Ben là, vous veillez à une bonne désinfection quand vous le ressortez de la chambre. Du matériel pour l'entretien des surfaces et l'entretien du matériel dédié aux patients, aux résidents, aux bénéficiaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je prends l'exemple de votre résident qui va être grabataire et pour lequel vous allez devoir faire une toilette au lit. Vous allez avoir besoin d'un bassin, d'un godet pour le rasage, peu importe. Ben là, l'idéal, c'est de ne pas sortir tous ces objets contaminés, tout ce matériel contaminé tous les jours. Donc, vous allez prévoir un petit peu de matériel pour l'entretien à l'intérieur de la chambre, procéder au nettoyage et à la désinfection de ces objets-là, de ce matériel-là, pour pouvoir les réutiliser le lendemain. Donc, si vous utilisez des blouses, des protections réutilisables, vous devez prévoir un crochet au plus près de la sortie pour pouvoir venir accrocher votre blouse et sortir après de la chambre quand vous allez rentrer, pour pouvoir pour pouvoir la réutiliser quand vous allez re-rentrer dans cette chambre. D'accord? Voilà. Petite chose aussi qu'on a vu, et ça, ce ne sont pas du tout des bonnes pratiques. La blouse de protection, elle est valable pour un soignant et pendant le temps de sa pause. On a vu malheureusement des institutions qui mettaient à disposition des blouses, mais des blouses qui restaient plusieurs jours dans la chambre et qui étaient utilisées par plusieurs membres du personnel. Donc ça, c'est à éviter, bien évidemment. Alors, voici les exemples de cohortes virtuelles. Soit vous avez réussi à dédier quand même une partie pour vos résidents positifs et vous les mettez dans une zone dédiée, ou alors c'est pas possible, comme dans la deuxième option, et là vous avez vraiment des cas un peu dispersés un peu partout. Donc là, comme on vous a dit, idéalement on sépare les membres du personnel, et si on ne sait pas, alors on va procéder à une séquence de soins spécifiques de la zone verte vers la zone orange en terminant par la zone rouge. Alors ici, c'est un petit tableau qui reprend donc en rouge les désavantages et en vert l'avantage d'une cohorte, des deux cohortes. Donc en gros, pour résumer, le gros désavantage de la cohorte réelle, c'est qu'on va devoir déménager des résidents qui sont dans leur lieu de vie, ce sont leurs maisons, leur chambre, c'est leur maison. Donc, il y a un gros impact sur le bien-être. Il va y avoir de grosses contraintes logistiques parce qu'il va falloir nettoyer et déplacer du matériel. Et il faut dupliquer tout le matériel, comme je vous disais, avoir des chariots de nettoyage en suffisance, du matériel pour la prise de paramètres en suffisance. Voilà. Ou sinon, à part ça, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à la cohorte réelle. Comme je vous disais, vous allez vraiment rationaliser vos EPI. Vos résidents vont pouvoir être en contact et ça va vraiment permettre à vos professionnels de travailler de la manière la plus sécuritaire possible parce que ça va éviter les va-et-vient des chambres d'isolement et donc les gros risques au moment où vous allez vous déshabiller avec tous ces équipements qui sont contaminés.